Rancœur au bal d'hiver. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur la chaîne Les Dossiers Beaton. Imaginez un instant les Highlands en plein hiver. Les collines sont recouvertes d'un manteau blanc, le vent hurle dans les cheminées et les lumières du village de Loch Doub scintillent comme des étoiles tombées dans la brume. C'est une image de carte postale, n'est-ce pas? Une image de paix, de silence et de réconfort. Mais comme nous le savons bien ici, à Loch Doub, la neige a cette fâcheuse habitude de dissimuler les choses. Elle couvre la boue, elle couvre les pièges et parfois elle couvre les corps. Ce soir, je vous emmène au bal d'hiver. C'est l'événement de l'année. Tout le monde y sera. Le boucher, l'institutrice, la vendeuse de souvenirs et, bien sûr, Hamish Macbeth, notre policier local qui préférerait sans doute être chez lui avec son chien. Mais il y a un invité qui ne verra pas la fin de la soirée. Alistair Grant, un homme qui avait le don unique de transformer chaque conversation en conflit. Sa mort, survenue derrière un lourd rideau de velours, va secouer la petite communauté. Malaise cardiaque, c'est ce que tout le monde espère. Mais une étrange odeur d'amande amère flottant dans un verre de punch pourrait bien raconter une autre histoire. Alors, avant de vous installer confortablement, pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner. Mais seulement si mon contenu vous plaît et si vous souhaitez soutenir la chaîne. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages. À présent, éteignez les lumières. Mettez éventuellement un léger bruit de fond, peut-être le crépitement d'un feu ou le souffle du vent, et que le mystère commence ce soir. Chapitre 1. Un froid de canard. Le vent venait du nord, chargé d'aiguilles de glace qui piquaient le visage, et il s'engouffrait dans la vallée de Loch Doub avec la détermination d'un créancier insistant. C'était le genre de journée où les moutons ressemblaient à des blocs de laine gelée, et où l'idée même de sortir de chez soi relevait de la folie pure. Dans le petit poste de police à la façade blanchie à la chaux, Hamish Macbeth partageait entièrement cet avis. Le grand policier roux était affalé dans son vieux fauteuil, ses longues jambes étendues vers le poêle à charbon qui ronflait doucement. Il tenait une tasse de thé brûlant entre ses mains, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée capable de repousser l'hiver éternel. À ses pieds, Lugs, son chien au pelage hirsute et à l'ascendance indéterminée, rêvait. Les pattes de l'animal tressautaient, sans doute à la poursuite d'un lapin imaginaire dans une prairie ensoleillée. Sur le rebord de la fenêtre, Sonsi, la chatte sauvage que Hamish avait apprivoisée, observait la neige tomber avec un mépris royal. Ses yeux jaunes, fendus d'une pupille noire verticale, se posèrent un instant sur Hamish, puis elle poussa un petit miaulement rauque, comme pour critiquer la qualité du chauffage. « Tu as raison, Sonsi, » murmura Hamish de sa voix traînante. « Il fait un froid à geler l'enfer. Mais je ne peux pas mettre plus de charbon. Le budget du conseil est aussi serré que le corset de la reine Victoria. » Le chien ouvrit un œil, remua la queue 2 fois contre le tapis usé, puis se rendormit. Hamish soupira. Il enviait ces animaux. Il n'avait pas à se soucier de l'inspecteur-chef Blair, ni des rapports administratifs, et encore moins du bal d'hiver qui se tenait ce soir même. Le bal d'hiver. Rien que d'y penser, Hamish sentait une fatigue préventive lui peser sur les épaules. C'était censé être une fête, un moment de joie communautaire. Mais cette année, l'organisation avait été confiée à M. Alistair Grant. Alistair Grant était un ancien banquier de Glasgow qui avait pris sa retraite à Loch Doub 2 ans plus tôt. Il avait apporté avec lui son argent, ses costumes en tweed heure de prix et une arrogance si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Il avait décidé de moderniser le village, quitte à piétiner les traditions et les orteils de tout le monde. Hamish se leva à contre-cœur. Il devait faire sa ronde. S'il restait assis plus longtemps, il finirait par prendre racine. Il enfila son lourd manteau de police, enfonça sa casquette sur ses cheveux rouges indisciplinés et ouvrit la porte. Une bourrasque de vent le frappa de plein fouet, faisant voler des flocons jusque dans l'entrée. « Allez, Logs » dit Hamish. « Une petite promenade ?» Le chien le regarda, puis posa sa tête sur ses pattes avant avec un soupir qui signifiait clairement « Tu plaisantes, j'espère. »« Traître !» lança Hamish en refermant la porte derrière lui.
Le village de Logdouv semblait endormi sous la neige. La fumée de tourbe s'échappait des cheminées, montant droit vers le ciel gris acier. Amish longea le front de mer. Les eaux du loch étaient noires, un miroir d'encre sombre qui semblait absorber la lumière. C'était le fameux lac noir, gardien des secrets du village. Aujourd'hui, il semblait particulièrement menaçant, ses eaux clapotant contre les pierres du quai avec un bruit de succion humide. En passant devant l'épicerie, Hamish aperçut 2 silhouettes familières emmitouflées dans des manteaux identiques. C'étaient Nessie et Jessie Curry, les sœurs jumelles et les principales sources d'informations, exactes ou non, de tout le comté de Sutherland. « Amish !» cria Nessie, sa voix perçant le sifflement du vent. « Tu as vu le temps? On n'a pas vu ça depuis 92. » C'est une punition, renchérit Jessie en hochant la tête. Une punition pour l'orgueil de certains. Hamish s'arrêta, sachant qu'il ne pourrait pas échapper au barrage. Bonjour, mesdames. De quel orgueil parlez-vous? De lui, bien sûr, dirent-elles en chœur, pointant un doigt ganté vers la salle paroissiale au bout de la rue. Monsieur Grant. Il a fait pleurer la petite Isla ce matin, dit Nessie, les yeux brillants d'indignation gourmande. Isla Macrae, l'institutrice? Demanda Hamish, les sourcils froncés. Elle ne ferait pas de mal à une mouche? Eh bien, Monsieur Grant lui a dit qu'elle était aussi compétente pour gérer la billetterie qu'une vache pour jouer du piano, rapporta Jessie. Il a menacé de révéler cette vieille histoire d'argent manquant à l'école. Tu sais, l'histoire de l'année dernière. Hamish se raidit. C'était une affaire classée. Isla avait fait une erreur de calcul, rien de plus, et elle avait remboursé chaque centime. Ce n'est pas très charitable, commenta Hamish. Charitable? Ricana Nessie. Cet homme a le cœur aussi sec qu'un biscuit oublié. Et tu sais ce qu'il a fait à Dougal? Dougal Cameron, le boucher. Un homme jovial, mais avec le tempérament explosif d'un taureau piqué au vif. Il a refusé sa viande pour le buffet, expliqua Jessie. Il a dit qu'il faisait venir un traiteur d'Inverness. Il a traité les saucisses de Dougal de déchets pour chiens. Hamish grimaça. Insulter la viande d'un boucher était aussi dangereux que d'insulter la mère d'un Italien. Le village est une cocotte minute, Hamish, conclut Nessie avec un frisson qui n'était pas du coffroid. Et ce soir, au bal, le couvercle va sauter. Hamish les salua et reprit sa marche, l'esprit tourmenté. Les jumelles avaient tendance à dramatiser, c'était leur rôle dans la comédie humaine de Logdub, mais elles avaient souvent un flair infaillible pour sentir l'orage avant qu'il n'éclate. Il arriva devant la salle paroissiale. La porte était ouverte et des voix fortes s'en échappaient. Hamish entra. À l'intérieur, c'était le chaos organisé. Des guirlandes étaient accrochées de travers et une odeur de cire pour parquet se mêlait à celle du sapin. Au centre de la pièce, un homme petit mais large d'épaules, au visage rouge de colère, gesticulait face à une silhouette grande et mince vêtue d'un costume gris impeccable. « Je me fiche de vos petits fours d'Inverness !» hurlait Dougal le boucher. « Mes tartes à la viande sont une tradition ici depuis 30 ans. » Alistair Grant ajusta ses lunettes à monture d'or, avec un calme exaspérant. « Justement, monsieur Cameron, les traditions sont faites pour évoluer ou pour mourir. Vos tartes sont grasses et manquent de raffinement. Ce bal doit être un événement de classe, pas un pique-nique pour fermiers. » Dougal serra les poings, son tablier blanc tendu sur son ventre. « Vous le regretterez, Grant. Vous traitez les gens comme de la boue, mais attention à ne pas glisser dedans. » Sur ces mots, le boucher tourna les talons et passa devant Hamish sans le voir, marmonnant des jurons en gaélique. Alistair Grant époussait à sa manche, bien qu'il n'y eût aucune poussière. Il vit Hamish. « Ah, l'agent Macbeth! J'espère que vous avez prévu de porter un uniforme propre ce soir. Je ne veux pas que l'autorité ressemble à un épouvantail. » Hamish sentit une bouffée de chaleur monter à ses oreilles, mais il garda son expression impassible, ce masque de lenteur qu'il utilisait pour désarmer les imbéciles. « Mon uniforme est réglementaire, monsieur Grant. Je venais juste voir si tout se passait bien. »« Tout serait parfait si je n'étais pas entouré d'incompétents, soupira Grant.
Entre l'institutrice qui ne sait pas compter et la vendeuse de souvenirs qui voulait décorer la salle avec des napperons en tartan synthétique, c'est épuisant d'être le seul à avoir du goût. Il parlait de Moira Henderson. Moira tenait la boutique de souvenirs et rêvait de développer le tourisme. Elle était fragile et le mépris public de Grant avait dû la dévaster. « Faites attention, monsieur Grant », dit doucement Hamish. « Logdube est un petit endroit. Les murs ont des oreilles et les gens ont de la mémoire. » Grant éclata d'un rire sec, sans joie. « Laissez-moi gérer cela, Macbeth. Contentez-vous de faire la circulation, si tant est qu'il y ait des voitures. » Hamish sortit sans ajouter un mot. Dehors, la neige tombait plus fort, effaçant les empreintes de pas presque instantanément. Il retourna vers le poste de police, l'estomac noué. Les jumelles avaient raison. Il y avait de l'électricité dans l'air, une tension statique qui faisait dresser les poils sur la nuque. Alistair Grant s'était fait plus d'ennemis en 6 mois que la plupart des gens en une vie entière. Et ce soir, tous ses ennemis seraient réunis dans une même pièce, avec de la musique, de l'alcool et des rancœurs recuites. En rentrant dans la chaleur de sa cuisine, Hamish trouva Luggs assis devant sa gamelle vide, le regardant avec une accusation muette. « Ne me regarde pas comme ça, dit Hamish en lui versant des croquettes. Je crois que ce soir, nous aurons tous les deux de quoi nous plaindre. » Il s'assit et regarda par la fenêtre. Le ciel s'assombrissait déjà. Le bal allait commencer dans 3 heures. Et quelque part dans le village, Hamish en était certain, quelqu'un polissait sa haine comme on aiguise un couteau. Chapitre 2. Un bal sous haute tension. Se préparer pour une soirée mondaine à Logdube exigeait une certaine force de caractère, surtout lorsque la dite soirée impliquait de porter un uniforme de cérémonie qui semblait avoir rétréci de 2 tailles depuis l'année précédente. Dans l'intimité de sa chambre, sous le toit en pente de son cottage, Hamish Macbeth livrait une bataille silencieuse contre les boutons de sa tunique. Le miroir piqueté de taches de vieillesse lui renvoyait l'image d'un grand policier roux à l'air légèrement étranglé. « C'est la laine qui a feutré avec l'humidité », déclara-t-il à l'adresse de Luggs, qui l'observait depuis le tapis avec une expression de pitié non dissimulée. Ce n'est certainement pas à cause des scones d'Angela Brody. Le chien laissa échapper un soupir sonore, posa sa tête sur ses pattes avant et ferma les yeux. Même Sansi, la chatte sauvage, semblait avoir perdu tout intérêt pour le spectacle, préférant faire sa toilette avec une minutie agaçante sur le dessus de l'armoire. Une fois équipé, Hamish se sentit comme un saucisson ficelé, mais il avait fière allure, ou du moins c'est ce qu'il essaya de se convaincre. Il enfila son lourd manteau par-dessus l'uniforme, ajusta sa casquette pour qu'elle ne coupe pas la circulation sanguine de son front et sortit affronter la nuit. La tempête avait marqué une pause, laissant place à un silence ouaté. La neige recouvrait le village d'une épaisseur immaculée, transformant les toits d'ardoise en collines de sucre-glace. Cependant, le vent avait laissé des plaques de verglas traîtresses, et Hamish manqua de finir les 4 fers en l'air devant le portail de l'église. La salle paroissiale brillait de toutes ses fenêtres, projetant des rectangles de lumière jaune sur la neige bleue. De l'intérieur, on entendait déjà le bourdonnement des conversations et le crin-crin expérimental des musiciens qui accordaient leur violon. En entrant, Hamish fut assailli par une bouffée de chaleur moite, chargée d'odeurs de cire encaustique, de parfums bon marché et de laine humide. Alistair Grant n'avait pas lésiné sur les moyens pour transformer la vieille salle poussiéreuse en ce qu'il appelait un salon d'hiver. Des draperies de velours rouge cachaient les murs écaillés et des guirlandes dorées pendaient des poutres avec une opulence qui jurait avec la simplicité habituelle des lieux. « Ah, Hamish !» s'écria une voix familière. Nessie et Jessie Curry étaient déjà installées à leur poste d'observation stratégique, près de la porte d'entrée, tenant chacune un verre de sherry comme s'il s'agissait d'un trophée. Elles portaient des robes identiques en taffetas violet qui froufroutaient à chaque mouvement, leur donnant l'air de 2 prunes géantes et agitées. « Bonsoir, mesdames, dit Hamish en retirant sa casquette. Vous êtes resplendissantes. » « Ne change pas de sujet, chuchota Jessie en se penchant vers lui, l'œil brillant. Tu as vu ce qu'il a fait ? Elle pointa discrètement son menton vers le fond de la salle. Il a déplacé la table des boissons.
renchérit Nessie, scandalisé. Depuis 30 ans, le punch est servi près de la cuisine. Mais M. Grant a décrété que cela gênait la circulation. Maintenant, il trône là-bas, derrière le rideau de scène, comme si c'était le Saint Graal. Et il a interdit le whisky local, ajouta Jessie avec un rictus de dégoût. Il ne sert que du vin chaud et un punch aux fruits qu'il a préparé lui-même. Il appelle ça une recette continentale. Je parie qu'il n'y a même pas une goutte d'alcool dedans. Hamish suivit leur regard. Au fond de la salle, sur l'estrade habituellement réservée au spectacle de Noël de l'école primaire, Alistair Grant tenait court. Il portait un kilt aux couleurs d'un clan auquel il n'appartenait probablement pas, un jabot de dentelle et une veste de velours noir. Il rayonnait d'une satisfaction vaniteuse, dirigeant les bénévoles comme un chef d'orchestre tyrannique. « Je vais aller saluer l'hôte, » dit Hamish avec réticence. « Fais attention, il est d'une humeur de chien, » le prévint Nessie. « Pire qu'un chien, » corrigea-t-elle en voyant le regard blessé de Hamish. « Pardon pour Lugs. Disons qu'il est d'une humeur de percepteur des impôts. » Hamish traversa la salle, saluant les villageois au passage. L'ambiance était étrange. Les gens souriaient, mais leurs yeux restaient inquiets. On sentait que chacun marchait sur des œufs, craignant une remarque cinglante de l'organisateur. Près du buffet, Dougal Cameron, le boucher, fixait un plateau de canapé microscopique avec une fureur contenue. Son visage rougeau contrastait violemment avec sa chemise blanche empesée. « Regarde-moi ça, Hamish, grogna-t-il sans préambule. Des toasts au concombre, au mois de décembre. Il a refusé mes saucisses pour servir de l'eau croquante sur du pain rassis. « Calme-toi, Dougal, » apaisa Hamish. « C'est juste pour un soir. »« C'est une insulte, voilà ce que c'est. Il m'a dit que ma nourriture était rustique. Rustique, comme si c'était une maladie. Je te le dis, Hamish, cet homme a besoin d'une leçon. » La menace dans la voix du boucher n'était pas voilée. Hamish nota mentalement de garder un œil sur lui. Dougal avait la main leste et le sang chaud, une combinaison dangereuse quand l'alcool s'en mêlait, même si pour l'instant, il semblait sobre. Un peu plus loin, Moira Henderson, la propriétaire de la boutique de souvenirs, était assise seule sur une chaise pliante. Elle triturait en mouchoir en dentelle entre ses doigts nerveux. Moira était une femme douce, aux cheveux gris et au visage rond, qui vivait pour l'approbation des autres. Ce soir, elle semblait vouloir disparaître dans le décor. « Bonsoir, Moira », dit Hamish, en s'asseyant un instant à côté d'elle. « C'est une belle décoration, n'est-ce pas ?» Elle sursauta, comme tirée d'un mauvais rêve. « Ah, Hamish, oui, c'est très chic. Monsieur Grant a beaucoup de goût. » Sa voix tremblait. Hamish vit que ses yeux étaient rougis. « Il n'a pas été trop dur avec vous ?» demanda-t-il doucement. Elle renifla et tenta un sourire courageux qui fit peine à voir. Il a dit que mes nappes écossaises faisaient touriste bas de gamme. Il a dit que je n'avais aucune vision. Peut-être qu'il a raison, Hamish. Peut-être que je suis juste une vieille fille idiote qui vend des babioles. Non, Moira, vous êtes l'âme de ce village. Ne laissez pas un étranger vous dire qui vous êtes. Elle lui jeta un regard reconnaissant, mais la tristesse ne quitta pas son visage. Hamish se leva, sentant une colère froide monter en lui. Grant ne se contentait pas d'organiser un bal, il détruisait systématiquement l'estime de soi de ses voisins. Il arriva enfin près de l'estrade. Alistair Grant était en train de réprimander Isla Macrae. La jeune institutrice, vêtue d'une robe verte un peu démodée, tenait la caisse de la tombola comme si elle contenait une bombe. « Non, non et non !» aboyait Grant. « Je vous ai dit de ne pas mélanger les billets bleus et les billets roses, Isla. C'est pourtant simple, même pour quelqu'un de vos capacités limitées. Les bleus pour les paniers garnis, les roses pour le gros lot. Est-ce que les mathématiques sont une option à l'école de Logdoub ?» Isla devint écarlate. Elle balbutiait des excuses inaudibles, les larmes aux yeux. « Bonsoir, Monsieur Grant », intervint Hamish, sa voix basse couvrant soudain le brouhaha ambiant. « Je crois que tout le monde a compris le système. Pas la peine de crier. » Grant pivota sur ses talons, ses lunettes étincelant sous les projecteurs. « Ah, l'autorité suprême », ironisa-t-il.
Vous arrivez à point nommé pour voir l'incompétence à l'œuvre. Je suis entouré d'amateurs, Macbeth, des amateurs complets. Il prit un verre dans un grand bol en cristal posé sur une table nappée de blanc, juste derrière lui, à l'abri des regards indiscrets derrière le rideau de velours entr'ouvert. « Goûtez-moi ça », dit-il en tendant le verre à Hamish. « C'est ma création spéciale, un punch aux épices et à l'amande. Bien trop subtil pour les palais d'ici, habitués au whisky de contrebande, mais j'essaie d'élever le niveau. » Hamish prit le verre par politesse. Il le porta à ses lèvres, mais l'odeur l'arrêta net. C'était une odeur douceâtre, écœurante, qui lui rappelait vaguement le vernis à bois ou autre chose, quelque chose qu'il avait senti une fois lors d'une formation sur les produits chimiques à Stradbane. « Non merci », dit-il en reposant le verre, sans y toucher. « Je suis en service. »« Dommage, ricana Grand. Un peu de culture ne vous ferait pas de mal. » Soudain, un murmure parcourut la salle, suivi d'un silence respectueux. La porte s'était ouverte pour laisser entrer une vision qui semblait appartenir à un autre monde. Priscilla Alberton-Smythe venait d'arriver. Elle portait une robe longue en soie argentée qui captait la lumière et la renvoyait en mille éclats. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon sophistiqué, libérant son cou gracieux orné d'un simple collier de diamants. Elle était belle à couper le souffle, froide et lointaine comme la lune d'hiver au-dessus du loch. Le cœur de Hamish fit un bond douloureux dans sa poitrine. C'était toujours la même chose. Il savait qu'elle était hors de sa portée, qu'elle appartenait à un monde d'hôtels de luxe et de dîners à Londres, alors que lui n'était qu'un policier de village avec un chien qui avait des gaz. Mais l'espoir, cette chose stupide et tenace, refusait de mourir. Grant, oubliant instantanément Isla et Hamish, se précipita vers elle avec une obséquiosité répugnante. « Miss Alberton-Smythe, quel honneur! Vous illuminez notre modeste rassemblement. » Priscilla lui offrit un sourire poli, celui qu'on réserve au personnel de service un peu trop zélé. « Bonsoir, Monsieur Grant. C'est très festif. » Son regard glissa par-dessus l'épaule du banquier et croisa celui de Hamish. Pendant une seconde, le masque de froideur se fissura, laissant passer une lueur d'affection, ou peut-être de regret. « Bonsoir, Hamish, dit-elle simplement. « Bonsoir, Priscilla, répondit-il, sa voix s'enrouant légèrement. « Tu es magnifique. »« Merci. » L'échange était bref, banal, mais chargé de tout ce qui n'était pas dit. Grant, sentant qu'il perdait l'attention de sa prestigieuse invitée, s'interposa. « Venez, Miss Alberton-Smythe, laissez-moi vous montrer les lots de la tombola. J'ai personnellement sélectionné des vins français qui devraient être à votre goût, loin de la piquette habituelle. » Il l'entraîna vers le fond de la salle, laissant Hamish seul au milieu de la piste de danse vide. Le groupe de musique, un trio composé du postier au violon, d'un fermier à l'accordéon et d'un jeune du village à la batterie, attaqua les premières notes d'un reel écossais entraînant. « Prenez vos partenaires !» cria le batteur. La salle s'anima, les couples se formèrent. Hamish vit Isla Macrae s'enfuir vers les toilettes, un mouchoir sur le visage. Il vit Dougal Cameron s'enfiler un verre de vin d'un trait, le visage sombre. Il vit Moira Henderson fixer le dos d'Alistair Grant avec une intensité qui n'avait rien de chrétienne. Hamish recula vers le mur, se fondant dans l'ombre. L'atmosphère, malgré la musique joyeuse et les rires forcés, était lourde. C'était comme regarder une pièce de théâtre dont on connaîtrait la fin tragique, mais sans pouvoir intervenir. Les jumelles Curie s'approchèrent de lui, leur verre de sherry vide. « T'as vu comment il a regardé Priscilla ?» siffla Nessie. « Comme un loup devant une côtelette. »« Et Priscilla n'avait Dieu que pour toi, Hamish, » ajouta Jessie, un peu plus gentiment. « C'est triste, vraiment. Deux mondes qui se frôlent sans jamais se toucher. »« Merci pour cette analyse psychologique, mesdames, » soupira Hamish. « Mais je crois que je vais aller prendre l'air. Il fait trop chaud ici. »« Tu ferais mieux de rester, » dit Nessie, en plissant les yeux. « J'ai l'impression que la soirée ne fait que commencer. Et connaissant Lochdoub, ça va finir par des pleurs ou par du sang. » Hamish voulut répliquer, mais un bruit de verre brisé coupa court à sa phrase.
près de l'estrade, Alistair Grant venait de heurter accidentellement une pile de soucoupes. « Imbécile !» hurla-t-il, alors que le silence tombait sur la salle et que la musique s'arrêtait net. « Qui a empilé ça ici? C'est un piège ou quoi ?» Il donna un coup de pied dans les débris de porcelaine, envoyant des éclats vers les jambes des danseurs les plus proches. « Je suis entouré de saboteurs, continua-t-il, le visage déformé par la rage. Mais ne croyez pas que je ne vous vois pas, je sais qui vous êtes. Et demain, il y aura des comptes à rendre. » Il balaya la salle d'un regard venimeux, s'attardant sur Isla, sur Dougal, sur Moira et même sur Amish. Puis, avec un mouvement théâtral de sa cape en velours, il disparut derrière le lourd rideau de scène, vers sa réserve privée et son fameux punch. Le silence dura quelques secondes interminables. Puis, timidement, l'accordéoniste joua quelques notes hésitantes. « Eh bien, murmura Amish pour lui-même, sentant un frisson glacé lui parcourir l'échine qui n'avait rien à voir avec l'hiver. Le décor est planté. » Il ne savait pas encore à quel point il avait raison. La fête continuait, mais la mort venait de lancer son invitation, et elle ne souffrirait aucun refus. Chapitre 3. Le rideau tombe. Après la sortie théâtrale d'Alistair Grant, une étrange léthargie s'était emparée de la salle paroissiale. Les musiciens, braves âmes habituées aux mariages pluvieux et aux enterrements venteux des Highlands, tentèrent de combler le vide avec une polka entraînante. Mais l'enthousiasme, tel un soufflet sorti trop tôt du four, était retombé à plat. Les danseurs se mouvaient avec une raideur mécanique. Les conversations avaient repris, mais sur un ton plus bas, un murmure collectif qui ressemblait au bourdonnement d'une ruche inquiète. On ne parlait plus de la météo ou du prix de la laine, mais de la colère du lair de pacotille, comme l'appelait secrètement le boucher. Hamish Macbeth était resté adossé au mur, dans la pénombre, observant la scène de ses yeux noisettes mi-clos. Cette posture, qui passait souvent pour de la somnolence ou de la paresse pure et simple auprès de sa hiérarchie, était en réalité son mode de vigilance maximale. Il ne regardait personne en particulier, ce qui lui permettait de voir tout le monde. Il vit Dougal Cameron s'essuyer le front avec un grand mouchoir à carreaux, bien qu'il fasse plutôt frais dans la salle malgré le chauffage d'appoint. Il vit Moira Henderson fixer ses mains posées sur ses genoux, les lèvres bougeant dans une prière silencieuse ou une malédiction, difficile à dire. Il vit Isla Macrae, revenue des toilettes, le visage lavé mais les yeux toujours brillants, qui évitait soigneusement de regarder vers l'estrade. Et il vit Priscilla. Elle était assise près du radiateur, refusant poliment les invitations à danser des fermiers locaux qui, encouragés par la bière, tentaient leur chance avec la maladresse de jeunes taureaux. Elle semblait s'ennuyer mortellement. Son regard croisait parfois celui de Hamish et une communication silencieuse, faite de haussements de sourcils imperceptibles, s'était établie entre eux. « Sauve-moi », semblait-elle dire. « Patience », répondait-il. 30 minutes s'étaient écoulées depuis la disparition de Grant derrière le lourd rideau de velours rouge qui séparait la scène de l'arrière-salle. C'était long pour aller se calmer, même pour un homme qui aimait soigner ses entrées et ses sorties. « Il est temps pour la tombola !» déclara soudain la voix perçante de Nessie Curry. Les jumelles s'étaient rapprochées de Hamish, comme deux satellites attirés par une planète rousse. « Il fait attendre son public, » dit Jessie. « C'est typique. Il veut qu'on le supplie de revenir pour distribuer ses paniers garnis de luxe. » « Ou alors, il est parti par la porte de derrière, » suggéra Nessie, « pour éviter de voir nos têtes de pecno, comme il dit. » Hamish se décolla du mur. Une inquiétude sourde, qu'il avait tenté d'ignorer, se précisait dans son estomac. Ce n'était pas seulement l'absence de Grant, c'était cette odeur. Pas l'odeur de cire ou de parfum bon marché qui saturait la salle. Non, cette odeur douceâtre qu'il avait perçue près du bol de punch. Elle semblait flotter dans sa mémoire olfactive, un signal d'alarme persistant. « Je vais aller voir, » dit-il calmement. Il traversa la salle en fendant la foule.
Les gens s'écartaient sur son passage, non par respect pour l'uniforme, un concept assez flou à Logdub, mais parce qu'Amish avait cette façon de marcher, souple et déterminée, qui indiquait qu'il valait mieux ne pas se trouver sur sa route. Il monta les 3 marches de l'estrade en bois qui craquèrent sous ses bottes. Le rideau de velours était tiré, immobile, une cascade de rouge sombre sous les projecteurs poussiéreux. « Monsieur Grant ?» appela Amish. « C'est l'heure du tirage ?» Pas de réponse. Juste le son étouffé de l'accordéon derrière lui et le sifflement du vent à l'extérieur. Amish posa la main sur le tissu rêche. Il hésita une fraction de seconde. Son instinct de policier, ce fameux feeling des Highlands, lui hurlant que ce qu'il allait trouver de l'autre côté ne serait pas plaisant. Il tira le rideau d'un coup sec. La musique s'arrêta instantanément, comme si le geste de Amish avait coupé le courant. Un silence absolu tomba sur la salle paroissiale, un silence si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le plancher ciré. Alistair Grant était là, mais il n'avait plus rien de l'organisateur tyrannique qui aboyait des ordres une demi-heure plus tôt. Il était affalé sur une chaise pliante, le corps tordu dans une position grotesque et antinaturelle. Sa tête reposait sur la table nappée de blanc, renversant à moitié le grand bol de cristal. Le fameux punch continental s'écoulait lentement sur la nappe, formant une tache sombre qui goûtait sur le sol avec un ploc, ploc régulier et hypnotique. Le visage de Grant était tourné vers Amish. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le vide avec une expression de surprise totale. Et sa peau avait pris une teinte bleuâtre cireuse sous la lumière crue de l'ampoule nue qui pendait au plafond de l'arrière-scène. Mais ce fut l'odeur qui frappa Amish de plein fouet. Cette fois, elle était indéniable, puissante, écœurante. Amandes amères. Amish ne bougea pas tout de suite. Il resta figé, enregistrant chaque détail de la scène macabre, imprimant l'image sur sa rétine avant que le chaos ne s'installe. Le verre qu'il avait refusé plus tôt était tombé au sol, brisé en 1000 éclats près de la main pendante du mort. « Reculez !» ordonna Amish, sa voix claquant comme un fouet. Il se tourna vers la salle. Les visages étaient une mer de pâleur et de curiosité morbide. « Docteur Brody !» appela-t-il. « J'ai besoin de vous. Les autres, personne ne bouge, personne ne sort. » Le docteur Brody, un petit homme rond aux cheveux blancs en bataille et aux lunettes perpétuellement de travers, se fraya un chemin à travers la foule, suivi de près par son épouse Angela. Angela, qui avait toujours eu un faible pour Amish, lui lança un regard inquiet, mais son mari était déjà en mode professionnel. Le médecin monta sur l'estrade, posa sa mallette et s'approcha du corps. Il n'eut pas besoin de longues minutes. Il prit le pouls, souleva une paupière et renifla l'air. Il se redressa, le visage grave. Il est mort, Amish. Et à vue de nez, je dirais que ce n'est pas le cœur qui a lâché. Cyanure, si je ne m'abuse. L'odeur est caractéristique. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Le mot « cyanure » avec une résonance effrayante, bien plus sinistre qu'un coup de fusil ou qu'un accident de voiture. C'était un poison de roman, un poison froid et calculé. Amish sentit un poids familier s'installer sur ses épaules. La fin de sa tranquillité, la fin des soirées au coin du feu avec Lux, l'arrivée imminente de l'inspecteur-chef Blair et de ses hurlements. « Ne touchez à rien, dit Amish au docteur. Angela, pouvez-vous emmener Priscilla et l'installer près de la sortie, mais ne la laissez pas partir. J'ai besoin que tout le monde reste ici. »« Pourquoi ?» cria une voix depuis le fond de la salle. C'était Dougal, le boucher. Il s'était levé, les poings serrés. Le bonhomme a fait une crise, c'est tout. Pourquoi on devrait rester enfermés comme des bêtes ? Ce n'est pas une crise, Dougal, répondit Amish d'une voix calme mais ferme. C'est un meurtre. Le mot tomba comme un coup près. Meurtre. À Logdub, on avait l'habitude des braconnages, des bagarres d'ivrogne et des disputes de voisinage qui finissaient mal. Mais un empoisonnement au cyanure en plein bal de charité, c'était inédit. Amish descendit de l'estrade. Il paraissait soudain plus grand, plus imposant. La paresse feinte avait disparu, remplacée par une autorité naturelle qui surprenait toujours ceux qui ne le connaissaient pas bien. Je veux que vous écoutiez tous attentivement.
dit-il en balayant la salle du regard. Alistair Grant a été empoisonné. Le poison était vraisemblablement dans son verre. Cela signifie que l'assassin est dans cette salle. Des cris étouffés, quelques sanglots. Isla Macrae s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. Moira Anderson, elle, semblait pétrifiée, les yeux écarquillés fixant le rideau rouge, comme s'il s'agissait de la porte de l'enfer. « Je vais appeler Strathbane », poursuivit Hamish. « L'inspecteur-chef Blair sera là dans 1 heure, vu l'état des routes. En attendant, je vais prendre les dépositions de chacun. » Il vit les sœurs Curie échanger un regard lourd de sens. Elles ne semblaient ni surprises, ni particulièrement attristées. Au contraire, elles avaient l'air de 2 spectatrices avisées qui venaient d'assister au rebondissement qu'elles attendaient depuis le début de la pièce. « C'est la justice divine », murmura Jessie, assez fort pour être entendue par ses voisins. « Ou la justice humaine », corrigea Nessie. « Qui sème le vent, récolte la tempête. » Et Alistair Grant a semé un ouragan. « Tais-toi, Nessie !» intervint Hamish sans agressivité. « Ce n'est pas le moment pour les proverbes. » Il se dirigea vers la porte principale pour la verrouiller. Alors qu'il tournait la clé dans la serrure, il sentit une présence derrière lui. C'était Priscilla. « Hamish, dit-elle doucement. Tu sais ce que cela veut dire ? » Il se tourna vers elle. Elle était pâle, mais elle gardait cette maîtrise de soi aristocratique qu'il admirait et détestait à la fois. « Oui, dit-il avec un soupir las. Cela veut dire que Blair va arriver, qu'il va piétiner tous les indices avec ses gros sabots, qu'il va accuser la première personne qui ne lui revient pas et que je vais devoir faire tout le travail pour l'empêcher d'envoyer un innocent en prison. » Il regarda par la fenêtre givrée. La neige continuait de tomber, indifférente au drame humain qui se jouait à l'intérieur. « Et cela veut dire aussi, ajouta-t-il, que l'un de nos voisins, quelqu'un avec qui nous achetons notre pain et parlons de la pluie, est capable de verser du poison dans le verre d'un homme. » Il se massa la nuque. « Priscilla, tu as vu quelqu'un s'approcher de l'estrade après que Grant soit passé derrière le rideau ?» Elle réfléchit un instant, ses beaux yeux bleus fixés sur le lointain. « Je ne sais pas, Hamish. J'essayais surtout d'éviter les avances de M. MacGregor, qui voulait m'inviter à danser. Mais... » Elle hésita. « J'ai vu Isla et gère la cuisine. Et la cuisine communique avec l'arrière-scène, non ?» Hamish sentit son cœur se serrer. Isla, la douce et timide Isla. « Oui, dit-il, la cuisine communique. » Il observa l'institutrice qui pleurait silencieusement, réconfortée par Angela Brody. « Et Dougal ?» demanda Priscilla. Il était au buffet. Il pestait contre les canapés. Mais il aurait pu passer par le couloir latéral. Tout le monde avait une raison de détester Grant, murmura Hamish. C'est bien ça le problème. C'était l'homme le plus haï de Lockdoub. La liste des suspects est aussi longue que l'annuaire du téléphone. Il s'éloigna de la porte. Bon, au travail. Luggs m'attend à la maison et il ne va pas être content si je rentre en retard pour sa promenade du soir. Cette pensée incongrue, presque absurde au milieu d'une scène de crime, aida Hamish à retrouver son calme. Il était policier, c'était son village, et mort ou vif, Alistair Grant n'allait pas gâcher complètement sa soirée. Enfin, pas plus qu'il ne l'avait déjà fait. Et il sortit son carnet et son crayon, un petit bout de crayon mâchouillé qu'il gardait dans sa poche de tunique. « Dougal Cameron !» appela-t-il. « On va commencer par vous. Et essayez de ne pas crier, j'ai déjà assez mal à la tête comme ça. » Le boucher s'avança, l'air défait mais combatif, tel un taureau entrant dans l'arène. Hamish prit une profonde inspiration. L'odeur d'amande flottait toujours dans l'air, douce, insidieuse, mortelle. Le bal d'hiver était terminé. L'enquête commençait. Chapitre 4. L'inspecteur Blair s'en mêle. L'interrogatoire de Dougal Cameron commença mal, principalement parce que le boucher semblait considérer l'accusation de meurtre comme une offense personnelle à son intégrité professionnelle, plutôt qu'une menace judiciaire. « Du poison ?» s'étrangla Dougal, son visage virant au cramoisi. « Du poison de femmelette ? Écoute-moi bien, Hamish Macbeth, je suis boucher. Si j'avais voulu tuer ce pan arrogant, je l'aurais fait proprement, avec un couperet.
pas avec une potion magique dans un bol de punch. Amish nota mentalement la remarque. C'était d'une certaine manière un argument valide. Le poison était l'arme des calculateurs, des discrets ou de ceux qui n'avaient pas la force physique de faire autrement. Dougal avait des bras gros comme des cuisses de porc et le tempérament d'un volcan en éruption. La subtilité du cyanure ne lui ressemblait pas. « Je sais, Dougal, » dit Amish d'un ton apaisant. « Mais tu as été vu près du buffet, juste avant qu'il ne passe derrière le rideau, et tu as menacé de lui faire regretter ses paroles. » « Je voulais lui mettre mon poing dans la figure, » admit Dougal. « Je suis allé chercher un verre d'eau pour me calmer. Je suis passé par le couloir latéral, oui, mais je n'ai pas touché à son maudit bol en cristal. Je ne touche pas à ce que je ne peux pas identifier. » « As-tu vu quelqu'un d'autre » Dougal plissa les yeux, réfléchissant. Il y avait du mouvement. Les gens entraient et sortaient de la cuisine pour le service. J'ai vu la petite Isla filer comme une souris effrayée, et cette vieille fouine de Moira qui rôdait près des rideaux en pleurnichant. Mais je n'ai vu personne verser quoi que ce soit. Amish le remercia et lui demanda de rester disponible. Dougal retourna s'asseoir, croisant les bras avec défi, lançant des regards noirs à quiconque osait le regarder. Amish se tourna ensuite vers Isla Macrae. L'institutrice tremblait tellement que sa chaise claquait contre le plancher. Angela Brody lui tenait la main, lui murmurant des paroles réconfortantes. « Isla, » commença doucement Amish, « je suis désolé de devoir te poser ces questions. »« Je ne l'ai pas fait, Amish, » sanglota-t-elle. « Je le détestais, c'est vrai. Il voulait me faire renvoyer. Il a dit qu'il écrirait au rectorat pour cette histoire d'argent. »« L'argent que tu as remboursé, précisa Amish. Oui, mais il disait qu'un voleur reste un voleur. Il m'a humilié devant tout le comité d'organisation. » Priscilla t'a vu aller vers la cuisine, Isla. Elle renifla bruyamment dans son mouchoir. « Je voulais me cacher. Je ne voulais pas qu'on me voie pleurer. Je suis passé derrière la scène pour rejoindre la réserve, là où on range les chaises. C'est juste à côté de sa table privée. »« Et as-tu vu le bol de punch ?»« Oui, il était là. Monsieur Grant n'était pas encore arrivé. »« T'es-tu approché du bon ?» Isla hésita, ses yeux fuyants. « Juste pour... Je voulais cracher dedans, » avoua-t-elle dans un murmure honteux. « C'est horrible, je sais. Je voulais juste faire quelque chose de méchant. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai entendu du bruit, alors je me suis enfui vers la cuisine. »« Quel genre de bruit ?» demanda Amish, alerté, comme un froissement de tissu. Quelqu'un d'autre était là, caché dans les rideaux. C'était un détail intéressant, mais avant qu'Amish ne puisse creuser davantage, la porte de la salle paroissiale s'ouvrit avec fracas, laissant entrer une bourrasque de neige et 3 policiers frigorifiés. L'inspecteur-chef Blair était arrivé. Il ressemblait à un ours mal léché, qu'on aurait réveillé en plein hiver. Son visage large était rouge, non seulement à cause du froid, mais aussi probablement à cause d'une consommation préalable de stimulants liquides pour affronter la route. Il était suivi de l'inspecteur Jimmy Anderson, qui avait l'air misérable, et d'un jeune agent que Amish ne connaissait pas. « Macbeth !» hurla Blair dès qu'il lui franchit le seuil. « Espèce d'idiot de village! Il faut qu'un meurtre se produise le seul soir où les routes sont impraticables. Vous ne pouvez pas garder vos sauvages sous contrôle ?» Amish se leva lentement, adoptant son expression la plus vacante. « Bonsoir, monsieur. Le corps est derrière le rideau. Docteur Brody a confirmé le décès. Probablement du cyanure. »« Du cyanure ?» répéta Blair en s'époussetant la neige de son manteau. « Grand Dieu ! C'est Agatha Christie qui a débarqué dans les Highlands. Où est le corps ?» Il marcha vers l'estrade sans prendre la peine de saluer personne. Anderson fit un petit signe de tête complice à Amish en passant. « Sale temps pour mourir, hein, Amish ?» murmura Anderson. Blair est furieux. Il a raté son émission télévisée préférée. Blair monta sur scène, manquant de trébucher sur le tapis. Il regarda le corps d'Alistair Grant avec un mélange de dégoût et d'ennui. Bon, c'est clair comme de l'eau de roche. Qui lui a servi à boire ? Il s'est servi lui-même, monsieur, répondit Amish. C'était son bol personnel. Donc, quelqu'un a mis le poison dedans avant qu'il ne boive. Qui avait accès à cette zone ? Pratiquement tout le monde, monsieur. Mais j'ai commencé à interroger... Vous ? Interroger ? Coupa Blair avec un rire méprisant.
Macbeth, si je vous laissais mener une enquête, vous finiriez par arrêter le chat. Écartez-vous. Anderson, prenez les noms de tout le monde. Je veux que cette salle soit vidée dans 1 heure. Je ne vais pas passer la nuit dans ce trou à rats. Hamish recula docilement. C'était une danse qu'il connaissait par cœur. Blair arrivait, faisait du bruit, insultait tout le monde et sautait sur la première conclusion venue. Hamish, lui, observait depuis les coulisses, ramassant les miettes de vérité que l'inspecteur piétinait. Près de la porte, les sœurs Curie commentaient l'arrivée de la police comme s'il s'agissait d'un spectacle de rue. « Regarde-le » chuchota Nessie. « Il a le nez aussi rouge que le rideau. Je parie qu'il a une flasque dans sa poche. » « Il n'a pas changé ?» renchérit Jessie. « Toujours aussi aimable qu'une porte de prison. Tu crois qu'il va arrêter Dougal ? C'est le coupable idéal, non ? Un homme violent avec un mobile ? Blair adore les solutions faciles. Ça lui permet de retourner plus vite à son whisky. » Pendant ce temps, Blair s'était tourné vers Dougal Cameron. Le boucher, loin d'être intimidé, bombait le torse. « C'est vous qui avez fait un scandale plus tôt ?» demanda Blair en pointant un doigt boudiné vers Dougal. « J'ai exprimé mon opinion », rectifia Dougal. « Et votre opinion impliquait de menacer la victime de violences physiques ?» C'était une figure de style. Une figure de style, répéta Blair sarcastiquement. Eh bien, nous verrons ce que le juge en pense. Anderson, emmenez ce type au poste. On va le garder au frais pour la nuit. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Dougal. J'ai une boutique à ouvrir demain. Elle restera fermée, aboya Blair. Et si vous résistez, je vous inculpe pour outrage en plus du meurtre. Un brouhaha s'éleva dans la salle. Hamish s'avança d'un pas. « Monsieur, » intervint-il doucement, « Dougal n'est pas le seul à avoir eu des mots avec la victime. Et le poison, ce n'est pas vraiment son style. » Blair se retourna, le visage pourpre. « Ai-je demandé votre avis, agent Macbeth ? Non. Vous êtes ici pour faire la circulation et retrouver les moutons égarés. Laissez le vrai travail de police aux professionnels. Ce type avait un mobile. Il était sur les lieux et il est violent. C'est bouclé. » Il fit un geste vers Anderson, qui s'approcha de Dougal avec des menottes, l'air désolé. Dougal se laissa faire, trop choqué par la rapidité des événements pour réagir. Hamish croisa le regard de Priscilla. Elle secoua légèrement la tête, désapprobatrice. Elle savait, comme Hamish, que c'était trop simple, trop rapide. Alors que les policiers emmenaient Dougal sous les protestations des villageois, Hamish s'approcha discrètement de la table où se trouvait le bol de punch. Blair était occupé à crier sur le photographe de la police qui venait d'arriver. Hamish se pencha. Sous la table, à moitié caché par la nappe qui tombait jusqu'au sol, il y avait quelque chose qui brillait. Il fit semblant de renouer son lacet et ramassa l'objet. C'était un petit bouton de manchette en argent, gravé d'une initiale. Dougal ne portait pas de chemise à boutons de manchette. Alistair Grant, oui, mais les siens étaient en or. Hamish les avait remarqués plus tôt. Hamish glissa l'objet dans sa poche. Blair avait peut-être son coupable, mais Hamish avait maintenant un indice. Et à Lockdube, un petit indice pouvait défaire les plus grandes certitudes. L'enquête officielle était peut-être bouclée, selon Blair, mais pour Hamish Macbeth, la véritable chasse ne faisait que commencer, et il avait la désagréable impression que ce M allait le mener vers des vérités que personne dans le village n'avait envie d'entendre. Chapitre 5. Une lettre d'argent. Le silence qui retomba sur Lockdove après le départ de la voiture de patrouille de l'inspecteur-chef Blair était lourd et cotonneux, amorti par la couche de neige fraîche qui continuait de s'épaissir. C'était un silence trompeur, semblable à celui d'un champ de bataille après la charge, où les survivants n'osent pas encore respirer. Hamish Macbeth resta un moment sur le perron de la salle paroissiale, regardant les feux arrière rouges disparaître dans le tourbillon blanc. Dougal Cameron était parti, emmené vers les cellules froides et humides de Stratbane, hurlant son innocence jusqu'à ce que la portière claque. Hamish remonta le col de son manteau. Il se sentait vieux, fatigué et profondément agacé. Blair avait fait exactement ce que l'on attendait de lui.
Il avait trouvé le suspect le plus bruyant, l'avait emballé et était reparti se mettre au chaud, laissant à Hamish le soin de nettoyer le désordre moral du village. Le grand policier traversa le village désert pour regagner son poste. La neige crissait sous ses bottes épaisses, seul son dans la nuit noire. Les fenêtres des cottages étaient éteintes pour la plupart, mais Hamish devinait que derrière les rideaux tirés, personne ne dormait vraiment. Le téléphone arabe des Highlands fonctionnait bien plus vite que les lignes de cuivre de British Telecom. À l'heure qu'il est, même les moutons sur les collines devaient savoir que le boucher avait été arrêté pour meurtre. En entrant dans sa cuisine, il fut accueilli par un concert de plaintes. Lugs, son chien, se jeta sur ses jambes avec une affection désespérée, tandis que Sonzi, la chatte sauvage, émit un feulement indigné depuis le haut du réfrigérateur. « Je sais, soupira Hamish en accrochant sa casquette. « Je suis en retard. Le dîner est en retard. Tout est à travers ce soir. » Il remplit les gamelles, raviva de feu dans le poêle à charbon qui menaçait de s'éteindre et se laissa tomber dans son fauteuil avec un grognement de soulagement. La chaleur de la pièce commença doucement à dégeler ses os, mais pas son esprit. Il plongea la main dans sa poche et en sortit le petit objet froid qu'il avait ramassé sous la table du défunt. Un bouton de manchette en argent. Il le fit tourner sous la lumière de la lampe. C'était un bel objet, lourd, patiné par le temps. Le travail de gravure était fin, sans doute ancien. Et au centre, cette lettre majuscule, entrelacée de volutes celtiques. M. Dit Hamish à voix haute. Qu'est-ce que tu en penses, Lugs? M pour meurtre? C'est un peu trop facile, non? Le chien, la gueule pleine de croquettes, remua la queue, projetant des miettes sur le tapis. M pour Macbeth, continua Hamish. Je ne porte pas de chemise à manchettes, Dieu merci. M pour Macrae, Isla. Elle n'a pas de mari, pas de frère, et son père est mort il y a 10 ans. Il se pencha en avant, fixant la lettre d'argent comme si elle allait se mettre à parler. M pour Moya, Moira Henderson, la timide propriétaire de la boutique de souvenirs. Elle était nerveuse ce soir, c'est vrai, plus nerveuse que d'habitude, et elle détestait Alistair Grant. Mais Moira portait des blouses en nylon ou des tricots faits main, pas des chemises d'homme nécessitant des boutons de manchette en argent massif. Sansi sauta souplement du frigo et vint se frotter contre la jambe de Hamish, ronronnant comme un petit moteur diesel. Hamish caressa distraitement la fourrure rêche de l'animal sauvage. « Tu as raison, Sansi. C'est un objet d'homme. Mais cela ne veut pas dire qu'il appartient au tueur. Il a pu tomber là n'importe quand. » Pourtant, Hamish savait que c'était faux. La salle avait été nettoyée de fond en comble la veille par l'équipe de bénévoles, sous les ordres hurlés de Grant, bien sûr. Le sol avait été briqué. Ce bouton de manchette était tombé ce soir. Hamish finit par se coucher, mais le sommeil fut long à venir. Il rêva de bols de punch remplis de sang et de boutons de manchette qui grossissaient jusqu'à devenir des pierres tombales, écrasant le village sous leur poids d'argent. Le lendemain matin, Lockdouf se réveilla sous un ciel bas et gris, lourd de neige non tombée. L'humeur générale était au diapason. Hamish fait sa tournée habituelle, mais il évita soigneusement le poste de police et son téléphone, qui risquait de sonner à tout moment avec de nouveaux ordres stupides de Blair. Au lieu de cela, il se dirigea vers l'épicerie. C'était là, entre les boîtes de conserve et les sacs de farine, que se tenait le véritable tribunal de Lockdoop. Quand il entra, la clochette tinta joyeusement, un son incongru dans l'atmosphère morose. Monsieur Patel, l'épicier, était derrière son comptoir, l'air grave. Nessie et Jessie Curry étaient déjà là, bien sûr, examinant des paquets de biscuits comme s'il s'agissait de preuves à conviction. « Hamish !» s'écria Nessie en le voyant. « On parlait justement de toi. C'est terrible pour Dougal, n'est-ce pas ?»« Terrible !» approuva Jessie. « Sa femme est en larmes depuis ce matin. Elle dit qu'il n'aurait même pas tué une mouche sans s'excuser avant. » Enfin, sauf si la mouche critiquait ses saucisses, nuança Nessie. « Vous avez des nouvelles de Strasbane ?» demanda Hamish en attrapant une bouteille de lait. « Blair a fait une conférence de presse, dit M. Patel en secouant la tête. Il a dit qu'il avait arrêté un élément dangereux et que l'affaire était résolue grâce à la diligence rapide de la police criminelle.
Il n'a pas mentionné ton nom, Amish. Dieu soit loué, marmonna Amish. Moins on parle de moi, mieux je me porte. Il paya son lait et se tourna vers les jumelles, adoptant son air le plus innocent. Dites-moi, mesdames, vous qui connaissez tout le monde, vous faites parfois la lessive pour les gens du village, non? Les jumelles se redressèrent, flattées qu'on fasse appel à leur expertise. On aide, oui, dit Nessie. Pour les célibataires, surtout. Ces pauvres hommes sont incapables de repasser une chemise sans y mettre le feu. Est-ce que vous avez déjà vu passer des chemises à poignets mousquetaires, celles qui ont besoin de boutons de manchette? Les sœurs échangèrent un regard perplexe. Pas souvent, dit Jessie. Le docteur Brody en a une pour les mariages, mais elle est jaunie sous les bras. Le pasteur en met le dimanche, mais il utilise des boutons en plastique. Et Alistair Grant? Oh, lui, s'exclama Nessie. Il n'avait que ça. Des chemises en soie, s'il vous plaît. Il les envoyait au pressing à Inverness. Il disait que notre eau était trop calcaire pour ces tissus délicats. Quelqu'un d'autre? Insista Amish. Nessie fronça les sourcils, tapotant sa lèvre inférieure avec un doigt ganté de laine. Maintenant que tu le dis, j'ai vu une belle paire de boutons de manchette récemment. Mais ce n'était pas sur une chemise, c'était dans une boîte. Amish sentit ses oreilles se dresser, comme celles de Lugs quand il entendait le bruit de l'ouvre-boîte. Dans une boîte? Oui, confirma Jessie, prenant le relais. C'était Moira Henderson. Elle nous a montré ses achats de Noël la semaine dernière. Elle avait trouvé une paire de boutons de manchette anciens chez l'antiquaire de Stratbane, en argent. Très chic. Pour qui? Demanda Amish, le cœur battant un peu plus vite. Elle ne l'a pas dit, répondit Nessie avec un petit rire conspirateur. Elle a rougi comme une pivoine et a dit que c'était pour un ami spécial. On a pensé qu'elle avait enfin trouvé un homme, la pauvre vieille fille. Elle a dit que c'était pour le remercier, ajouta Jessie. Pour le remercier de son soutien. Amish les remercia précipitamment et sortit de l'épicerie. L'air froid lui fit du bien. Moira Anderson. Un cadeau de remerciement. Pour un homme. Si Moira avait acheté ces boutons de manchette et que l'un d'eux s'était retrouvé sous la table où Alistair Grant est mort, cela ouvrait deux possibilités. Soit elle les avait donnés à Grant, ce qui semblait improbable vu leur animosité récente, soit elle les avait donnés à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se trouvait près de Grant au moment du meurtre. Quelqu'un que Moira voulait remercier pour son soutien. Amish se dirigeait vers la boutique de souvenirs. Elle était située près du port, une petite écoche peinte en bleu ciel qui jurait avec le gris du ciel. La pancarte « Ouvert » pendait de travers à la porte. À l'intérieur, la boutique était un capharnaüm de tartans, de boîtes de sablé et de monstres du Loch Ness en peluche. Moira était derrière le comptoir, en train d'épousseter une étagère de tasses en porcelaine avec une énergie frénétique. Ses yeux étaient cernés de rouge et ses mains tremblaient. « Bonjour, Moira », dit doucement Amish en refermant la porte. Elle sursauta violemment, manquant de faire tomber une théière à l'effigie de Bonnie Prince Charlie. « Amish, tu m'as fait peur. Je ne t'avais pas entendu entrer. » Tu fais le ménage? Oui, il faut s'occuper. Avec tout ce qui se passe, c'est terrible pour Dougal, n'est-ce pas? Moira, dit Amish en s'approchant du comptoir, je ne suis pas là pour parler de Dougal. Je suis là pour parler de boutons de manchette. Le plumeau s'immobilisa dans la main de Moira. Son visage, déjà pâle, devint de la couleur du lait caillé. De quoi parle-t-il? Amish sortit le petit sachet en plastique où il avait glissé l'indice et le posa sur le comptoir, entre une pile de cartes postales et un présentoir de caramel mou. J'ai trouvé ceci sous la table d'Alistair Grant hier soir. C'est de l'argent massif. Lettre M. Nessie et Jessie m'ont dit que tu avais acheté une paire identique à Stratbane la semaine dernière. Moira fixa l'objet comme s'il était radioactif. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis s'affaissa sur son tabouret, cachant son visage dans ses mains. « Oh mon Dieu !» gémit-elle. « Je savais que je l'avais perdu. Je l'ai cherché partout ce matin. » « À qui les as-tu donnés, Moira ?» demanda Amish, sa voix douce mais inflexible. « Ce n'était pas pour Grant, n'est-ce pas ?» Elle releva la tête
les yeux remplis de larmes. Pour Alistair? Jamais. Il était le diable incarné. Non, Hamish, c'était pour quelqu'un qui a essayé de m'aider, quelqu'un qui a essayé de raisonner Alistair pour qu'il ne ruine pas mon commerce. Qui? C'était pour Monsieur MacGregor. Hamish cligna des yeux, surpris. Le vieux fermier MacGregor? Celui qui élève des moutons sur la colline de l'Ouest? Oui, Renifla Moira. Il a été très gentil. Il est venu me voir quand Alistair a menacé de faire fermer ma boutique pour atteinte à l'esthétique du village. Monsieur MacGregor lui a écrit une lettre. Il a même proposé de lui parler au bal. Alors j'ai voulu lui faire un beau cadeau. Son prénom est Manus. M pour Manus. Manus MacGregor, un homme bourru, solitaire, qui vivait avec ses 3 chiens de berger et ne descendait au village que pour acheter du whisky et du tabac. Hamish avait du mal à l'imaginer portant des boutons de manchette en argent ou jouant les chevaliers servants pour Moira. Et tu lui as donné les boutons hier soir? Oui, juste avant le bal. Il a promis de les mettre pour l'occasion. Il a dit qu'il irait parler à Alistair. Hamish sentit un frisson désagréable. Si MacGregor était allé parler à Grant, portant ses boutons de manchette, et que l'un d'eux était tombé sous la table. Mora, dit Hamish très sérieusement, est-ce que tu as vu MacGregor près de l'estrade? Elle hésita, se tordant les mains. Je l'ai vu aller vers le rideau, juste après qu'Alistair y soit allé. Il avait l'air en colère. Mais Magnus est un homme bien, Hamish. Il ne ferait jamais de mal à personne. Hamish reprit le sachet et le glissa dans sa poche. Je l'espère, Moira. Je l'espère vraiment. Il quitta la boutique, laissant Moira à ses larmes et à sa poussière. Dehors, la neige recommençait à tomber, voilant l'horizon. L'affaire venait de se compliquer singulièrement. Dougal Cameron était en prison, mais Hamish avait maintenant un nouveau suspect. Un vieux fermier écossais au caractère de granit qui avait un mobile, une occasion et qui avait perdu un bouton de manchette sur la scène du crime. Mais quelque chose clochait. Magnus MacGregor, empoisonneur? C'était aussi improbable que de voir Blair refuser un verre. MacGregor aurait utilisé un fusil de chasse ou une fourche, pas du cyanure. Le poison était une arme de fourbe, une arme de lâche. Et s'il y avait une chose que les Highlanders n'étaient pas, c'était lâche. Hamish se dirigeait vers sa Land Rover, garée devant le poste. Il devait monter à la ferme de l'Ouest. Il devait voir Magnus. Et il priait pour que ses vieux os ne soient pas ceux d'un meurtrier. Car arrêter Dougal était une chose, mais arrêter Magnus MacGregor reviendrait à essayer de mettre des menottes à une montagne en colère. Chapitre 7. Les carnets noirs. La cuisine du poste de police de Lochdubh était un sanctuaire de désordre confortable, baigné dans l'odeur rassurante du thé fort et des scones grillés. C'était l'endroit où Hamish Macbeth réfléchissait le mieux, loin des procédures rigides et des néons de Stradban. Assise de l'autre côté de la table en pain éraflé, Priscilla Halberton Smythe semblait déplacée, telle une orchidée rare posée sur un établi de menuisier. Elle tenait sa tasse de thé avec une élégance naturelle, examinant le fragment de papier taché que Hamish avait lissé sur la toile cirée. « C'est une vieille machine à écrire, observa-t-elle. Regarde la barre du thé, elle est légèrement tordue vers la gauche. » Hamish se pencha, plissant les yeux. « Tu as l'œil, Priscilla. Il n'y a pas beaucoup de machines à écrire à Lochdubh de nos jours. La plupart des gens ont des ordinateurs ou écrivent à la main. »« Qui en a eu ?» Hamish compta sur ses doigts. Le pasteur en a une pour ses sermons, Monsieur Patel en a une vieille dans son arrière-boutique pour les factures, et il y en a une à l'école. « Isla » murmura Priscilla. Hamish secoua la tête, refusant cette piste trop facile. Isla est incapable de chantage. Elle s'excuse quand elle marche sur son propre pied. Non, ce mot suggère une cruauté froide. Tout le monde saura. C'est la menace classique. Il donna un morceau de scone à Luggs, qui attendait patiemment sous la table, le museau posé sur le genou de son maître. Si Alistair Grant faisait chanter quelqu'un, reprit Hamish, cela change tout. Le poison n'était pas seulement une vengeance pour une insulte publique,
C'était une mesure désespérée pour protéger un secret. Nous devons aller chez lui, déclara soudain Priscilla. Hamish faillit s'étrangler avec son thé. Chez Grant? Mais c'est une scène de crime, Priscilla. Blair a dû mettre des scellés partout. C'est illégal. C'est de la violation de domicile. Je pourrais perdre mon badge. Priscilla le regarda avec ce petit sourire en coin qui avait le don de faire fondre toute résistance chez le Highlander. Blair est à Stratbane, en train de se féliciter devant les caméras. Il ne reviendra pas avant demain. Et tu sais aussi bien que moi qu'il n'a pas fouillé la maison. Il a arrêté Dougal et il est parti. Si nous voulons trouver la preuve de ce chantage, c'est maintenant ou jamais. Hamish soupira, un son long et douloureux qui résumait toute la complexité de sa relation avec Priscilla. « Je vais regretter ça », dit-il en se levant. « Je le sais déjà. Allez, en route. Mais si on se fait prendre, je dirais que tu m'as forcé sous la menace d'une arme. » « Quelle arme ?»« Ton charme, » répondit-il en enfilant son manteau. « C'est bien plus dangereux qu'un pistolet. » La maison d'Alistair Grant, baptisée pompeusement le manoir des Hautes-Terres, bien qu'il ne s'agisse que d'un grand bungalow moderne crépi de blanc, était située à l'écart du village, sur une petite éminence dominant le loch. La neige avait cessé de tomber, mais le vent hurlait autour de la bâtisse, faisant cliqueter les volets électriques. Il n'y avait effectivement aucun ruban de police jaune. Blair, dans sa précipitation et son arrogance, avait jugé inutile de sécuriser le domicile de la victime, persuadé que l'affaire était résolue à la salle paroissiale. « La porte est verrouillée », constata Priscilla en tournant la poignée. « Laisse-moi faire », dit Hamish. Il sortit de sa poche un petit outil métallique fin. « Hamish » s'indigna Priscilla. « C'est un crochet de serrurier? Où as-tu appris à t'en servir ?» Une longue histoire impliquant un braconnier repenti et une nuit d'ennui, marmonna-t-il en triturant la serrure. Voilà. La porte s'ouvrit avec un déclic discret. Ils entrèrent. L'intérieur était à l'image de son propriétaire, froid, ostentatoire et sans âme. Les meubles étaient en cuir noir et en chrome, les murs décorés d'art abstrait hors de prix qui ressemblaient à des accidents de peinture. L'air sentait le renfermé et l'aftershave coûteux. « Charmant », commenta Priscilla avec une grimace. « On dirait le hall d'une banque ?»« Cherchons un bureau », chuchota Hamish, allumant sa lampe torche pour ne pas utiliser l'interrupteur principal. Ils trouvèrent la pièce au fond du couloir. C'était un bureau méticuleusement rangé. Un grand ordinateur trônait sur une table en verre, mais Hamish intéressa plutôt aux étagères. Il commença à ouvrir les tiroirs, ses mains gantées fouillant avec méthode. « Rien, dit-il après quelques minutes. Juste des relevés bancaires et des factures d'électricité. Pas de lettres de menace, pas de copie de chantage. « Regarde la cheminée !» appela Priscilla. Elle était agenouillée devant l'âtre à gaz. Sur le côté, dans une petite corbeille en métal destinée aux déchets papier, quelque chose dépassait. Hamish s'approcha. C'était un carnet à spirale noire, à moitié brûlé sur les bords, comme si quelqu'un avait tenté de le détruire, mais s'était ravisé ou avait été interrompu. Il le saisit délicatement. Les pages étaient noircies par la suie, mais l'encre bleue de l'écriture manuscrite était encore lisible. « Ce n'est pas un livre de contes ordinaire, » dit Hamish en tournant les pages. « Regarde, pas de nom, juste des initiales et des sommes. » Il éclaira la page du mois de novembre. IM, 50 livres. Retard. MH, 200 livres. Réglé. DC, refus de payer. À traiter. IM, c'est Isla Macrae, déduisit Priscilla. 50 livres, c'est une fortune pour elle. MH, Moira Henderson, 200 livres. Et DC, Dougal Cameron, compléta Hamish. Refus de payer. Voilà pourquoi Grant s'en prenait à lui publiquement. Ce n'était pas à cause des saucisses. C'était parce que Dougal refusait de cracher au bassinet. Il tourna une autre page. Une entrée récente, datée de la veille du meurtre, attira son attention. L'inconnu, 500 livres. Premier versement exigé au bal. L'inconnu, lut Priscilla. C'est étrange, il utilisait des initiales pour les autres.
Peut-être qu'il ne connaissait pas son nom, supposa Hamish. Ou peut-être que c'était quelqu'un de trop important ou de trop dangereux pour être nommé, même dans un carnet privé. Soudain, un bruit se fit entendre à l'étage. Un grincement de parquet. Hamish éteignit instantanément sa lampe torche. Priscilla se figea, sa main agrippant le bras de Hamish. « Il y a quelqu'un » souffla-t-elle, son souffle formant un petit nuage blanc dans l'air froid. « Chut !» Ils restèrent immobiles, le cœur battant à tout rompre. Le bruit se répéta. Des pas, lents, feutrés. Quelqu'un descendait l'escalier. Hamish glissa le carnet noir dans la poche intérieure de son manteau. Il fit signe à Priscilla de se cacher derrière le lourd bureau en chêne. Lui-même se plaqua contre le mur, dans l'ombre de la bibliothèque. La porte du bureau s'entr'ouvrit. Une silhouette se dessina dans l'encadrement, éclairée par la faible lueur de la lune qui filtrait à travers les stores vénitiens. Ce n'était pas Blair, ce n'était pas Anderson. La silhouette tenait quelque chose à la main, un objet long et fin, un tisonnier ou un couteau. L'intrus s'avança vers le bureau, fouillant l'espace du regard. Il semblait chercher quelque chose de précis, le carnet sans doute. Hamish retint son souffle. Il devait agir. Il ne pouvait pas laisser un suspect potentiel détruire des preuves ou s'enfuir. Profitant de l'effet de surprise, Hamish bondit de sa cachette, sa lampe torche brandie comme une arme aveuglante. « Police, ne bougez plus !» Le faisceau de lumière frappa l'intrus en plein visage. La personne poussa un cri de terreur pure et laissa tomber son arme improvisée, qui s'avérait être une simple règle en métal, avec un fracas assourdissant. Hamish cligna des yeux, stupéfait par ce qu'il voyait. Ce n'était pas un monstre, ce n'était pas un tueur au regard fou. C'était le petit M. Patel, l'épicier, tremblant comme une feuille, vêtu d'un anorak trop grand et d'un bonnet de laine enfoncé jusqu'aux sourcils. « Ma Patel » s'exclama Hamish, baissant sa lampe. « Mais qu'est-ce que vous faites ici, bon sang ?» L'épicier joignit les mains en une prière suppliante. « Oh, monsieur Macbeth, ne me tuez pas, je ne suis pas un voleur, je voulais juste récupérer ma lettre. » « Quelle lettre ?» demanda Priscilla en sortant de derrière le bureau, retrouvant instantanément son calme. Monsieur Patel semblait sur le point de s'évanouir. « La lettre où je critiquais la cuisine de ma belle-mère, avoua-t-il piteusement. Monsieur Grant l'a trouvée. Il a menacé de l'envoyer à ma femme. Si ma femme l'avait lu, monsieur Macbeth, elle m'aurait tué. C'était une question de vie ou de mort. » Hamish et Priscilla échangèrent un regard. La situation passait du dramatique au ridicule, une spécialité de Lockdoub. « Vous étiez aussi sur la liste ?» soupira Hamish. Il sortit le carnet noir. « Écoutez, monsieur Patel, Alistair Grant est mort. Vos secrets culinaires sont en sécurité, à condition que vous répondiez franchement à une question. » L'épicier hocha la tête frénétiquement. « Tout ce que vous voulez, monsieur Macbeth. » Hier soir, au bal, avez-vous vu quelqu'un parler à Grant juste avant sa mort? Quelqu'un qui n'était pas du village? Monsieur Patel réfléchit, son front plissé par l'effort. Pas du village? Non, mais attendez, j'ai vu une voiture étrangère, garée derrière la salle paroissiale, là où il n'y a pas de lumière, une vieille Volvo bleue. Et vous avez vu le conducteur? Juste une ombre, mais il portait un chapeau, un drôle de chapeau, comme ceux qu'on voit dans les vieux films, un feutre mou. Hamish sentit un picotement dans sa nuque, un feutre mou, une voiture étrangère, et l'entrée mystérieuse dans le carnet, l'inconnu. « Rentrez chez vous, monsieur Patel », ordonna Hamish, « et par l'amour du ciel, ne dites à personne que vous êtes venu ici. Si Blair l'apprend, il vous accusera de complicité de meurtre avant que vous ayez pu dire « Curie ». L'épicier ne se le fit pas dire deux fois. Il disparut aussi vite qu'un fantôme. Hamish se tourna vers Priscilla. « Une Volvo bleue, dit-il, et un inconnu au chapeau mou.
Il semble que notre enquêteur amateur de secrets avait attiré l'attention de quelqu'un bien plus dangereux qu'un boucher en colère ou un épicier terrifié par sa belle-mère. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Priscilla. « On rentre, dit Hamish. J'ai besoin de vérifier ce carnet en détail. Et j'ai besoin de savoir qui est ce mystérieux inconnu qui devait payer 500 livres hier soir. Car j'ai bien peur que le paiement n'ait pas été effectué en argent liquide, mais en cyanure. » Chapitre 8. L'homme au chapeau mou. Le soleil d'hiver peinait à percer la couche de nuages gris qui pesait sur Loch-Doub, baignant le village d'une lumière pâle et sans chaleur. Dans la cuisine du poste de police, Hamish Macbeth finissait son 3e café, les yeux rivés sur le carnet noir noirci de suie posé devant lui. Lugs dormait à ses pieds, émettant parfois de petits ronflements satisfaits, inconscient de la toile complexe de mensonges et de chantage qui se tissait autour de son maître. Hamish relisait la dernière entrée, l'inconnu. 500 livres. 500 livres était une somme considérable. Pour un homme comme Alistair Grant, ce n'était peut-être que de l'argent de poche, mais pour la personne qui devait payer, cela pouvait représenter la différence entre la survie et la ruine. Et si M. Patel avait dit vrai, cet inconnu conduisait une vieille Volvo bleue et portait un chapeau mou. Le téléphone sonna, brisant le silence matinal. Hamish décrocha avec un soupir, s'attendant à entendre les hurlements de Blair. « Poste de police de Loch-Doub », dit-il. « Hamish, c'est Priscilla. » La voix de Priscilla était claire et urgente. Hamish sentit son estomac se nouer légèrement, une réaction pavlovienne qu'il n'avait jamais réussi à contrôler en sa présence, même par téléphone. « Bonjour, Priscilla. Tu as bien dormi après notre petite escapade nocturne ?»« Je n'ai pas fermé l'œil, avoua-t-elle. Mais ce n'est pas pour cela que j'appelle. Il y a une voiture sur le parking de l'hôtel. Une vieille Volvo bleue. Elle est arrivée tard hier soir, ou tôt ce matin. Le veilleur de nuit n'est pas sûr. » Hamish se redressa sur sa chaise, renversant presque sa tasse. « Tu es sûr ? Une Volvo bleue ?»« Bleu marine. Un modèle des années 80, assez rouillé. Et devine quoi ? Il y a un chapeau en feutre gris posé sur la plage arrière. »« Je monte tout de suite, » dit Hamish, en attrapant sa casquette. « Ne laisse pas le propriétaire partir. Creve ses pneus s'il le faut. » Priscilla rit doucement. « Je vais essayer de le retenir avec des moyens plus diplomatiques, Hamish. Mais fais vite. » Hamish sauta dans sa Land Rover. Par miracle, le moteur démarra du premier coup, comme s'il sentait l'urgence de la situation. Il monta vers le château Tommel à une vitesse qui fit gémir les suspensions fatiguées du véhicule. L'hôtel Tommel Castle dominait la vallée, une bâtisse imposante en pierre grise, hérissée de tourelles et de créneaux victoriens. C'était le domaine des Smiths, un monde de luxe feutré où les problèmes du village n'entraient généralement que par la porte de service. En arrivant sur le parking gravillonné, Hamish repéra immédiatement la voiture. Elle jurait au milieu des berlines allemandes et des 4x4 de luxe des clients habituels. C'était une épave, la carrosserie rongée par le sel et la boue. Il gara sa Land Rover juste derrière, bloquant toute sortie possible, et entra dans le hall de l'hôtel. L'intérieur sentait la lavande et le feu de bois. Priscilla l'attendait près de la réception, impeccable, dans un pull en cachemire crème et un pantalon de laine gris. « Il est au petit déjeuner », chuchota-t-elle. « Table 4, près de la fenêtre. Il s'appelle Arthur Vane. Il a réglé sa chambre en espèces. » « Merci, Priscilla. Tu es un meilleur détective que la moitié de la force de police de Strasbane. » Elle lui fit un petit sourire triste. « Ce n'est pas difficile, Hamish. Sois prudent. Il a l'air à bout de nerfs. » Hamish traversa la salle à manger, ses bottes de police claquant sur le parquet ciré, attirant les regards désapprobateurs de quelques touristes matinaux. À la table 4, un homme était assis seul devant une assiette d'œufs brouillés intacte. Il était petit, maigre, avec un visage de fouine et des cheveux gris clairsemés plaqués en arrière. Il portait un costume bon marché qui avait vu des jours meilleurs. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il portait sa tasse de café à ses lèvres. « Monsieur Vane ?» demanda Hamish en s'arrêtant devant la table. L'homme sursauta si violemment que le café déborda sur la nappe blanche. « Qui êtes-vous »
bégaya-t-il. Agent Macbeth, police de Logdube. Je peux m'asseoir ? Arthur Vane regarda autour de lui comme s'il cherchait une issue de secours, mais il n'y en avait pas. Il s'affaissa sur sa chaise, semblant rétrécir à vue d'œil. « Je suppose que je n'ai pas le choix », murmura-t-il. Hamish s'assit et posa sa casquette sur la table. Il fixa Vane de son regard noisette, calme et pénétrant. « Vous étiez au bal d'hiver hier soir, monsieur Vane ?» Je n'y suis pas entré. Je suis resté dehors. Mais vous aviez rendez-vous avec Alistair Grant. Van devint blanc comme un linge. Comment savez-vous cela ? J'ai trouvé son carnet, mentit Hamish avec aplomb. Il notait tout, monsieur Vane. Surtout les dettes. 500 livres, c'est bien cela ? Van passa une main nerveuse sur son front en sueur. Ce monstre, souffla-t-il. Même mort, il continue de nous pourrir la vie. Dites-moi tout, monsieur Van, et n'essayez pas de mentir. Un homme est mort empoisonné, et vous étiez sur les lieux avec un excellent mobile. Van eut un rire hystérique. Moi ? Le tuer ? Vous plaisantez. J'avais besoin de lui vivant. C'est lui qui avait les codes. Les codes ? Répéta Hamish. Van se penchant en avant, baissant la voix. Alistair Grant n'était pas seulement un banquier arrogant, agent Macbeth. C'était un escroc. Il y a 5 ans, à Glasgow, il a monté un fonds d'investissement bidon. J'étais son comptable. J'ai fermé les yeux sur certaines irrégularités, en échange d'une part du gâteau. Il s'arrêta pour boire une gorgée d'eau. Quand les choses ont commencé à chauffer, Grant a tout liquidé et s'est enfui ici avec l'argent. Le mien y compris. Il a tout mis sur un compte offshore chiffré. Il était le seul à avoir le mot de passe. « Alors, vous êtes venu le chercher pour récupérer votre argent », déduisit Hamish. « Je suis venu le supplier. Je suis ruiné, Macbeth. J'ai des usuriers aux trousses. Grant m'avait promis de me rendre une partie de la somme si je venais hier soir. Il m'a dit d'attendre derrière la salle, près de la sortie de secours. » « Et vous l'avez vu ?»« Oui. Le rideau s'est ouvert un instant. Je l'ai vu assis à sa table. Il riait. Il tenait ce bol de punch. Il m'a fait signe d'attendre encore. Il a dit « J'ai une autre visite. Reviens dans 10 minutes. » Une autre visite ? Qui ? Je ne sais pas. Le rideau s'est refermé. Je suis retourné dans ma voiture pour me réchauffer. Quand je suis revenu 10 minutes plus tard, il y avait de l'agitation. Les gens criaient. J'ai compris que quelque chose avait mal tourné. Alors j'ai fui. Hamish réfléchit. L'histoire de Van expliquait sa présence et sa fuite. Et elle confirmait que Grant attendait quelqu'un d'autre. « Monsieur Vane, dit Hamish, quand vous avez regardé par la porte entr'ouverte, avez-vous vu quelqu'un d'autre dans la pièce avec lui ? Ou entendu une voix ?» Van ferma les yeux, essayant de se souvenir. « Je n'ai vu personne d'autre, mais j'ai entendu quelque chose, juste avant qu'il ne me parle. Il a dit quelque chose à quelqu'un qui était caché dans l'angle mort, derrière les caisses de matériel. »« Qu'a-t-il dit ?» Il a dit « Ne sois pas ridicule, tu n'oserais pas. » C'est tout ce que j'ai entendu. Le ton était moqueur, comme s'il parlait à un enfant ou à quelqu'un qu'il méprisait. « Ne sois pas ridicule, tu n'oserais pas. » C'était la phrase d'un homme qui se croyait intouchable, d'un homme qui ne voyait pas le danger venir. « Et ensuite ?» demanda Hamish. « Ensuite, il s'est tourné vers moi et m'a chassé. » Hamish observa Vane. L'homme semblait sincère dans sa lâcheté. Il n'avait pas le profil d'un tueur au sang-froid. Un tueur n'aurait pas laissé sa voiture garée en évidence à l'hôtel le plus proche. « Vous allez devoir rester ici, monsieur Vane, » dit Hamish en se levant. « Je vais informer mes collègues de votre présence. Si vous essayez de partir, je lancerai un avis de recherche pour complicité d'escroquerie et entrave à une enquête pour meurtre. » « Je ne bougerai pas, » promit Van misérablement. « De toute façon, je n'ai plus nulle part où aller. Sans cet argent, je suis un homme mort. » Hamish le laissa à son désespoir et retourna dans le hall. Priscilla l'attendait. « Alors ?» demanda-t-elle. « C'est un petit escroc, » dit Hamish, un ancien complice de Grant. Il confirme que Grant attendait quelqu'un d'autre juste avant de mourir, quelqu'un que Grant ne prenait pas au sérieux.
Quelqu'un qu'il méprisait, murmura Priscilla. Comme il méprisait tout le village. Exactement. Mais il y a un détail qui me chiffonne. Grant a dit « tu n'oserais pas ». Cela implique que la personne le menaçait. Peut-être avec une arme ou avec le poison. Mais qui, Amish? Qui dans ce village aurait le cran de menacer Alistair Grant en face à face? Et Mish regarda par la fenêtre. La neige avait recommencé à tomber, douce et implacable. Je ne sais pas encore, Priscilla, mais je commence à avoir une idée. Une idée qui ne me plaît pas du tout. Et il repensa au bouton de manchette en argent. M. M pour Magnus. Mais Magnus avait dit qu'il avait juste secoué Grant. Et si Grant avait dit « tu n'oserais pas » à Magnus? Non, Magnus avait un fusil. On ne dit pas « tu n'oserais pas » à un homme armé d'un calibre 12. On dit cela à quelqu'un qui tient quelque chose de plus petit, de plus insignifiant. Comme un bocal de poison volé. Et Mish remercia Priscilla et sortit dans le froid. Il devait retourner voir une personne qu'il avait peut-être jugée trop vite ou pas assez sévèrement. Une personne dont le nom commençait aussi par M, mais qui n'était pas Magnus. Il démarra la Land Rover et prit la direction du village, vers la petite boutique de souvenirs peinte en bleu ciel. Moira Henderson avait menti sur les boutons de manchette. Peut-être avait-elle menti sur autre chose. Et il était temps de secouer le cocotier pour voir ce qui allait en tomber. Chapitre 9. Fausses notes et faux semblants. La clochette de la boutique de souvenirs tinta avec une gaieté ironique lorsque Amish poussa la porte. À l'intérieur, l'air était à peine plus chaud que dehors. Moira Henderson avait manifestement décidé d'économiser sur le chauffage, ou peut-être était-elle trop occupée à se ronger les sangs pour remarquer que la température avoisinait celle d'un congélateur. Elle était assise derrière son comptoir, immobile, telle une statue de cire habillée de tweed. Ses yeux étaient fixés sur un point invisible du mur, et elle sursauta à peine lorsque Amish s'approcha. « Moira !» dit-il doucement. Elle tourna lentement la tête vers lui. Son visage avait vieilli de 10 ans en une nuit. Les rides autour de sa bouche s'étaient creusées, et son teint avait la couleur du papier mâché. « Tu es revenu pour m'arrêter, Amish ?» demanda-t-elle d'une voix éteinte. « Pour les boutons de manchette ?» Non, Moira, pas pour les boutons. Hamish sortit le carnet noir de sa poche. Il le posa sur le verre du comptoir, ouvert à la page fatidique. Je suis venu pour ça. MH, 200 livres. C'est une somme énorme, Moira. Surtout pour une boutique qui ne vend pas beaucoup de mugs en hiver. Moira regarda le carnet comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Elle ne nia pas, elle ne protesta pas. Elle s'affaissa simplement, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. « Il savait, murmura-t-elle. Il avait découvert pour les tricots. » Les tricots ? Les pulls tricotés main par des grands-mères des Highlands, avoua-t-elle avec un rire sans joie qui ressemblait à un sanglot. Je les achète en gros à une usine au Bangladesh. Je change juste les étiquettes. Et les sablés, ils viennent d'un supermarché discount à Glasgow. Je les mets dans des boîtes en fer blanc avec un tartan. Amish soupira. C'était le genre de petit secret sordide qui pouvait détruire une réputation à Lockdu, où l'authenticité était la seule monnaie qui valait quelque chose. C'est de la fraude, Moira, mais ce n'est pas un meurtre. C'était ma vie, s'écria-t-elle, retrouvant soudain un peu d'énergie désespérée. Si cela se savait, je serais la risée du comté. Personne ne m'achèterait plus rien, je finirais à la rue. Alistair a dit qu'il garderait le silence si je lui versais 200 livres par mois. Il appelait ça une taxe de conseil esthétique. Alors, tu l'as payé ? J'ai essayé. Hier soir, je suis allé derrière le rideau, juste après son discours. J'avais l'argent dans une enveloppe. Hamish se pencha en avant, attentif à chaque nuance de sa voix. Et que s'est-il passé ? Il n'était pas seul, dit Moira. J'ai entendu des voix. Alors j'ai attendu, caché derrière le portant des costumes de la chorale. Qui était avec lui ? Magnus ? Oui, Magnus est entré. Il était furieux. Il a secoué Alistair comme un prunier. J'ai eu peur qu'il le tue de ses mains,
Mais Alistair a juste ri. Il a dit des choses horribles. Magnus est parti en claquant la porte. Et ensuite, j'ai voulu y aller, mais j'ai vu quelqu'un d'autre s'approcher, quelqu'un qui venait de la cuisine, une ombre verte. Une ombre verte, répéta Hamish, sentant un déclic se produire dans son esprit. La robe d'Isla. Moira hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues poudrées. C'était Isla. Elle tremblait tellement que je pouvais entendre ses dents claquer d'où j'étais. Elle s'est approchée de la table. Alistair lui tournait le dos. Il se recoiffait après le départ de Magnus. « Tu l'as vu mettre quelque chose dans le bol ?»« Je ne sais pas, Hamish. Il faisait sombre dans mon coin. J'ai vu son bras bouger vers la table. Et puis Alistair s'est retourné, il l'a vu. » Et qu'a-t-il dit ? Moira ferma les yeux, revivant la scène. Il a ri. Encore ce rire méprisant. Il a dit « Tiens, la petite souris est sortie de son trou. Tu viens me payer avec tes pièces jaunes ?» Isla n'a rien dit. Elle restait là, figée. Et puis il a dit cette phrase bizarre. « Tu n'oserais pas ?» compléta Hamish. Les yeux de Moira s'ouvrirent brusquement, remplis de surprise. « Comment le sais-tu » ? « J'ai mes sources, » dit Hamish évasivement. « Continue. » Il a dit « Ne sois pas ridicule, Isla. Tu n'oserais pas. Pose ça. Tu n'as même pas le courage de corriger une copie. Alors tu es un homme. » « Pose ça, » répéta Hamish lentement. Donc elle tenait quelque chose. Le bocal de poison. « Je suppose, » pleura Moira. « Je ne voyais pas ses mains. J'ai eu tellement peur qu'il me voie aussi que je me suis enfui par le couloir latéral sans donner l'argent. Je suis rentré chez moi et j'ai prié pour que ce soit un cauchemar. Quand j'ai su qu'il était mort, j'ai su que c'était elle. Mais je ne pouvais rien dire. Si je parlais, mon secret serait révélé aussi. » Hamish se redressa. Tout s'emboîtait. Le vol du poison chez Magnus, Isla passait devant la ferme tous les jours pour aller à l'école. Le mobile, le chantage cruel pour une vieille dette, l'opportunité et surtout la psychologie. Grant était un tyran. Il ne craignait pas la force brute de Magnus ou la colère de Dougal, car il savait qu'ils avaient trop à perdre. Mais il avait sous-estimé le désespoir d'une femme timide qu'il avait poussée à bout. Il avait cru qu'elle était faible. Il lui avait dit « Tu n'oserais pas » en face, la mettant au défi. Et elle avait osé. « Moira, » dit Hamish gravement, « tu vas devoir témoigner de tout ça. Pas pour tes pulls en acrylique, on s'en fiche, mais pour sauver Dougal de la prison. Et pour qu'Isla ne fasse pas une autre bêtise. » Une autre bêtise ? Elle a tué une fois Moira. Elle est terrifiée. Une personne terrifiée est capable de tout. Hamish tourna les talons et sortit de la boutique en courant. Il sauta dans sa Land Rover. Lugs, sentant la tension de son maître, se mit à aboyer frénétiquement depuis le siège passager. « Tais-toi, Lugs. On va à l'école. » L'école primaire de Logdu était un petit bâtiment victorien en pierre rouge, situé à l'orée du village. Il était samedi, l'école était fermée. Mais la voiture d'Isla, une petite Morris Minor cabossée, était garée devant la grille. Hamish gara son véhicule en travers de l'entrée et descendit. La cour de récréation était vide, recouverte d'un linceul de neige immaculée. Les balançoires grinçaient lugubrement sous le vent. Il essaya la porte principale, verrouillée. Il contourna le bâtiment jusqu'à la fenêtre de la classe d'Isla. À travers la vitre givrée, il vit une silhouette assise au bureau de la maîtresse. Elle était immobile. Devant elle, sur le pupitre, il y avait une feuille de papier et un encrier. « Isla !» cria Hamish en frappant à la vitre. « Isla, ouvre !» Elle ne bougea pas. Elle semblait regarder quelque chose dans sa main. Un petit flacon, ou peut-être ce qu'il restait du bocal volé. Hamish n'hésita pas. Il recula de quelques pas, protégea son visage avec son bras et se jeta épaule la première contre la vieille porte de service en bois vermoulu. Le bois céda avec un craquement sinistre. Il déboula dans le couloir qui sentait la craie et le lait caillé et se rua vers la salle de classe. Isla Macrae leva les yeux vers lui.
Elle était d'un calme effrayant, ce calme absolu qui précède les tempêtes ou la fin du monde. Elle tenait un verre d'eau dans une main et un petit tas de poudre blanche reposait sur le buvard devant elle. « Bonjour, Amish », dit-elle d'une voix douce, presque enfantine. « Tu arrives juste à temps pour la leçon de chimie ?»« Pose ça, Isla », allaita Amish, le souffle court. « Ne fais pas ça. Grant ne valait pas la vie d'un chien et il ne vaut certainement pas la tienne. » Il allait tout dire, Amish, pour l'argent de la cantine. C'était il y a si longtemps. J'avais besoin de payer les soins de ma mère. J'ai tout remboursé. Mais il a dit que j'étais une voleuse, qu'il allait me faire railler de l'éducation nationale. Je n'aurais plus rien eu. Sa main trembla, faisant teinter le verre contre ses dents. Alors j'ai pensé, s'il disparaît, le secret disparaît. C'était si simple. Magnus laisse toujours sa remise ouverte. Je savais ce qu'était cette poudre. Mon père l'utilisait aussi. Isla, écoute-moi. Tu n'es pas une meurtrière. Tu es une victime qui a craqué. Le jury comprendra. Angela Brody te trouvera le meilleur avocat d'Écosse. Mais si tu bois ça, c'est fini. Il n'y aura plus de printemps, plus d'élèves, plus rien. Juste le noir. Amish s'avançait lentement, pas à pas, comme on approche un animal blessé. Il a ri, Amish, sanglota-t-elle soudain. Quand j'ai sorti le bocal, il a ri. Il a dit que je n'oserais pas. Il a dit que j'étais pathétique. C'est son rire qui m'a fait le faire. J'ai versé la poudre dans son bol pendant qu'il riait. Et il a bu en me regardant pour me défier. Elle ferma les yeux, le verre effleurant ses lèvres. « Donne-moi le verre, Isla, s'il te plaît, pour moi. » Et Mish tendit la main, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il était à 2 mètres d'elle, un geste brusque et elle avalait. Le temps sembla se figer dans la petite salle de classe, suspendue entre la vie et la mort, sous le regard indifférent des cartes de géographie et des dessins d'enfants punaisés au bure. Chapitre 10. La neige efface tout. Dans la salle de classe silencieuse, le temps semblait s'être cristallisé, suspendu entre le geste d'Isla et la main tendue de Hamish. Dehors, le vent des Highlands continuait de hurler, indifférent au drame qui se jouait entre les 4 murs tapissés de dessins d'écoliers. « Isla », reprit Hamish, sa voix n'étant plus qu'un murmure apaisant, semblable au bruit de la tourbe qui se consume. « Regarde par la fenêtre. La neige, elle recouvre tout, n'est-ce pas? La boue, les ordures, les erreurs. Mais au printemps, la neige fond et la vie reprend. Toujours. » La main de l'institutrice trembla. Le liquide transparent dans le verre vacilla. Une petite vague mortelle dans un océan de désespoir. Il n'y aura pas de printemps pour moi, Amish. Je suis une meurtrière. Tu es une femme qu'un monstre a poussée à bout, corrigea Amish avec fermeté. Ce n'était pas un meurtre de sang-froid, Isla. C'était de la légitime défense contre une destruction lente. Le juge le verra. Le jury le verra. Angela Brody témoignera de ton état. Moi aussi. Il fit un pas de plus. Il pouvait voir la détresse brute dans les yeux d'Isla. Cette terreur panique de l'animal piégé qui préfère se ronger la patte plutôt que d'attendre le chasseur. « Si tu bois ça, continua-t-il, tu donnes raison à Alistair Grant. Tu lui laisses le dernier mot. Tu lui permets de détruire une vie de plus. Est-ce que c'est ce que tu veux? Qu'il gagne, même depuis l'enfer où il est sûrement en train de rôtir ?» Une lueur de colère, faible mais réelle, traversa le regard d'Isla. « Non, souffla-t-elle, il ne mérite pas ça. »« Alors, donne-moi le verre. » Lentement, avec une hésitation déchirante, elle desserra ses doigts. Amish s'en saisit avec une douceur infinie, comme s'il s'agissait d'un oisillon blessé, et le posa hors de portée sur le bureau. Isla s'effondra en sanglots, de longs spasmes qui secouaient ses épaules maigres. Amish contourna le pupitre et posa une main maladroite mais réconfortante sur son dos. Il n'y avait pas besoin de menottes, pas besoin de brutalité. La guerre était finie. Le retour de l'inspecteur-chef Blair à Lochdoub, 2 heures plus tard, fut aussi discret qu'une fanfare militaire dans une bibliothèque.
Il déboula dans le poste de police, le visage violacé par la fureur et le froid, suivi d'un Anderson, traînant les quiais et l'air visiblement soulagé de ne pas être la cible principale de l'ire de son patron. « Macbeth !» hurla Blair en claquant la porte, faisant sursauter Luggs qui s'était réfugié sous le bureau. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Anderson me dit que vous avez arrêté l'institutrice ? Vous avez perdu l'esprit ? J'ai déjà le boucher sous les verrous. Vous essayez de me ridiculiser devant la presse ? » Hamish, assis derrière son bureau avec une tasse de thé, ne se leva même pas. Il caressa la tête de Luggs pour le calmer. « Dougal est innocent, monsieur. Isla Macrae a avoué. J'ai sa déposition signée ici, ainsi que les restes du poison récupérés sur elle. » Il poussa un dossier vers le bord du bureau. Blair le regarda avec méfiance, comme s'il pouvait exploser. « Avoué ?» grogna-t-il. « Et pourquoi aurait-elle fait ça ? Une bonne femme qui ne ferait pas de mal à une mouche ? » « Chantage, monsieur. » Hamish sortit le carnet noir, noirci de suie, de son tiroir. J'ai trouvé ceci chez la victime. Alistair Grant faisait chanter la moitié du village. Isla, Moira Anderson, Monsieur Patel et même ce pauvre Arthur Vane que j'ai coincé à l'hôtel ce matin. Grant était un escroc et un prédateur. Il a poussé Isla à bout. Elle a craqué. Blair s'empara du carnet, feuilletant les pages avec ses gros doigts boudinés. Son expression passa de la colère à la cupidité calculatrice. Du chantage ? Des sommes importantes ? C'est un mobile solide, admit-il à contre-cœur. Et vous dites qu'elle a tout avoué ? Tout, monsieur. Elle est dans la cellule, en train de dormir. Le docteur Brody lui a donné un sédatif. Blair se redressa, lissant sa veste. Un sourire suffisant étira ses lèvres minces. Bien. Excellent travail, Anderson. Anderson ? Répéta Hamish, haussant un sourcil. Oui, Anderson, aboya Blair. Il a supervisé vos actions, n'est-ce pas ? Et c'est moi qui ai dirigé l'opération globale. Vous n'êtes qu'un exécutant, Macbeth, ne l'oubliez pas. Je vais appeler le procureur. On va libérer le boucher, avec un avertissement pour trouble à l'ordre public, bien sûr, et transférer la femme à Stradbane. Il se dirigea vers le téléphone, déjà en train de composer mentalement le discours qu'il ferait aux journalistes. Un discours où les mots « intuition brillante » et « leadership » apparaîtraient souvent, et le nom de Hamish Macbeth, jamais. Hamish croisa le regard d'Anderson. L'inspecteur adjoint lui fit un clin d'œil discret et mima le geste de lever un verre. Hamish soilit. C'était la routine. Blair prenait la gloire et Hamish gardait sa tranquillité. C'était un échange équitable. Le lendemain, le village de Lochduve pansait ses plaies. La neige avait cessé de tomber et un soleil timide faisait étinceler les toits blancs. Devant l'épicerie, Nessie et Jessie Curry tenaient leur conférence de presse habituelle. « C'est une tragédie, » disait Nessie en secouant la tête. « La pauvre Isla, qui aurait cru qu'elle avait ça en elle ?»« C'est la faute de cet homme, » trancha Jessie. « C'était le diable en personne. Il paraît qu'il avait un carnet avec les secrets de tout le monde, même ceux du pasteur. Ne dis pas de bêtises, Jessie, mais c'est vrai que l'air est plus léger sans lui. Et Dougal a offert une tournée générale au pub hier soir pour fêter sa libération. Il a dit qu'il ne critiquerait plus jamais la police, enfin, sauf Blair. » Hamish passa près d'elle, les mains dans les poches, Luggs trottinant joyeusement à ses côtés. « Bonjour, Hamish !» crièrent-elles en chœur. « Tu es le héros du jour, tu sais. »« Je n'ai rien fait, mesdames, » répondait-il avec son sourire paresseux. « C'est Blair qui a tout résolu. Vous me connaissez, je suis bien trop occupé à ne rien faire. » Il continua sa route vers le port. Il vit Moira Anderson en train de nettoyer la vitrine de sa boutique. Elle lui fit un petit signe de la main, timide et plein de gratitude. Elle savait que son secret était en sécurité avec lui. Le carnet était entre les mains de la justice, mais Hamish avait accidentellement fait tomber une tasse de café sur la page concernant les pulls en acrylique avant de le remettre à Blair. Il arriva enfin devant son cottage. La fumée montait droit de la cheminée. Il entra, savourant la chaleur familière qui sentait le chien, la vieille laine et le thé. Sonsi était couchée sur le dossier du fauteuil. Elle ouvrit un œil jaune, bâilla et se rendormit.
jugeant que le retour de son maître ne méritait pas plus d'énergie. Hamish s'assit dans son fauteuil, étendant ses longues jambes vers le poêle. Lugs posa sa tête lourde sur ses genoux, attendant sa caresse rituelle derrière les oreilles. « Eh bien, Lux, dit Hamish doucement. C'est fini. » On frappa à la porte. 3 coups légers, hésitants. Hamish se leva, repoussant le chien avec douceur, et alla ouvrir. C'était Priscilla. Elle portait un manteau de fourrure, synthétique, précisait-elle toujours, et tenait un petit panier. « Je passais par là, dit-elle, évitant son regard. Père a reçu du saumon fumé de trop. Je me suis dit que... Enfin, que tu pourrais en vouloir. Pour Lugs et Sansi, bien sûr. » Hamish prit le panier. Leurs doigts se frôlèrent, provoquant cette étincelle électrique habituelle, qui ne menait jamais nulle part, mais qui brûlait toujours autant. « C'est gentil, Priscilla. Tu veux entrer, prendre un thé ?» Elle hésita. Elle regarda l'intérieur modeste du cottage, le fauteuil usé, le chien baveux, le policier aux cheveux rouges qui la regardait avec une adoration qu'il ne prenait même plus la peine de cacher. « Je ne peux pas, Hamish. J'ai un déjeuner avec des investisseurs d'Édimbourg. Père m'attend. » Bien sûr. Le devoir, le rang, la distance infranchissable entre le château et le poste de police. Une autre fois alors, dit Hamish. Une autre fois. Au revoir, Hamish. Et bravo. Tu as sauvé l'âme d'Isla, même si tu n'as pas pu sauver sa liberté. Elle tourna les talons et s'éloigna dans la neige, sa silhouette élégante se découpant sur le blanc immaculé. Hamish resta sur le seuil jusqu'à ce qu'elle disparaisse au tournant de la route. Puis il referma la porte, s'enfermant à nouveau dans son petit monde sûr. Il déballa le saumon. Il en donna un morceau généreux à Lugs qui l'engloutit sans mâcher et un morceau plus petit à Sansi qui le renifla avec suspicion avant de daigner le manger. Hamish se prépara une tasse de thé, ajoutant une lichette de whisky, juste pour le goût, se dit-il. Le village avait retrouvé son calme. Les secrets étaient soit révélés, soit enterrés à nouveau sous la neige. Alistair Grant était parti, emportant avec lui son venin et ses ambitions. Et Hamish Macbeth était là, dans sa cuisine, sans promotion, sans gloire, mais avec la paix de l'esprit. Il leva sa tasse vers ses animaux. « À la vie simple, mes amis, dit-il. À la vie simple. » Dehors, le vent tomba, et Loch-Douve s'endormit paisiblement sous les étoiles d'hiver, comme si rien ne s'était jamais passé.